Alors, merci beaucoup d'être présent à ce cours de présentation. Nous allons parler de deux éléments importants qui sont une partie de tout cet ensemble qui s'appelle l'école de la thérapie lumière. Et nous allons parler aujourd'hui de la structure de l'âme et des enfants indigos. Quel est le rapport entre la structure de l'âme et les enfants indigos? La structure de l'âme, c'est une façon ou bien une sagesse que dans cette sagesse-là, comme nous avons la sagesse de l'anatomie du corps et la sagesse de l'anatomie du corps ou bien la biochimie du sang nous permet de comprendre ce qui se passe derrière la peau de l'être humain, nous avons exactement la même chose en parallèle avec le reflet spirituel de l'état d'esprit de la personne. La structure de l'âme, c'est exactement comme l'anatomie, ça nous explique à chaque moment de la vie ou à chaque phase dans laquelle on est, bébé, enfant, adolescent, mature, etc. On veut comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pas à l'intérieur de mon corps, c'est à l'intérieur de mon âme. Comment mon âme se comporte. Comme je sais, par exemple, que si quelqu'un est diabétique et il va prendre trop de sucre sans prendre ses médicaments, son diabète va monter. Et on va lui faire une piqûre, on va voir, le taux du diabète était très très haut. On va comprendre, on va lui expliquer qu'il mange trop de nourriture qui est avec beaucoup, beaucoup de sucre. La même chose nous avons dans l'âme. Exemple, si quelqu'un est quelqu'un de nerveux, il est très, très, très nerveux. Le phénomène qu'on va voir dans son corps sera la tension. Il va avoir une très haute tension quand il s'énerve. Plus il va grandir, il va agir, et plus la tension va être forte. Pourquoi? Parce que quand il était jeune, on n'a pas eu la sagesse de lui dire, pour baisser ta tension, tu dois baisser ta colère. Tu dois travailler sur l'élément de la colère. Et si tu vas travailler avec la conscience sur ta colère, tu seras capable de prendre la colère et la mettre dans la mesure de l'équilibre. On peut parler de la même chose avec l'argent, quelqu'un qui est radin, quelqu'un qui est trop généreux. Le Rambam, le Maïmoni, explique dans Ilchot Derot, c'est les explications de la conscience de l'être humain, d'Ato, sa pensée, la connaissance d'un être humain. D'après ces connaissances spirituelles, nous avons des effets sur son corps matériel. Donc, quand on enseigne la structure de l'âme, on enseigne en effet, à mon avis, la source et la racine de ce qui se passe dans notre corps physique. Les sages nous expliquent qu'il y a un déroulement, il y a une cascade entre les 5 éléments de l'être humain qui sont du haut jusqu'en bas, là, le souvenir déclenche nos sentiments, qui déclenche nos pensées, qui déclenche nos paroles, qui vont déclencher nos actions. Donc ça veut dire que le souvenir est le degré le plus élevé qui est à la racine de presque tous nos comportements. Et les gens sont imprimés de leurs souvenirs parce qu'ils ont, à travers ou au biais de 5 sens qui arrivent, les récepteurs des sens sont des récepteurs de système nerveux, le message est transmis sur les fils du système nerveux de façon électrochimique, ça arrive au cerveau. Qu'est-ce qui arrive au cerveau? Pas la couleur de l'image,
mais arrive au cerveau la sensation que j'ai eue de la couleur de l'image. Parce que ça existe beaucoup, et on le sait très bien nous tous, que des fois, je ne vois pas les détails. Comme par exemple les gens qui ont les lunettes sur la table et ils crient sur tout le monde où sont mes lunettes. Les lunettes, ils sont en face de toi sur la table. Pourquoi tu cries sur tout le monde? Pourquoi tu ne vois pas? Parce que mon état d'esprit ne me permet pas de voir. Donc, c'est la même chose comme Louis. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Mais on t'écoute. Non, on ne m'écoute pas. Qu'est-ce qu'il a, ce monsieur? Qu'est-ce qu'elle a, cette dame? Pourquoi ils sont dans cette situation? Donc, la structure de l'âme, c'est la science qui va nous permettre l'accès au côté spirituel de l'être humain. Et le côté spirituel de l'être humain, comme il est influencé par le corps physique, il influence le corps physique. Et comme nous enseigne le Rambam, le Maïmoni, Nefesh Bria Begouf Bari, une vitalité sainte dans un corps sain. Et un corps sain qui influence une vitalité sainte. Donc, on doit, chaque fois qu'on voit un phénomène dans le corps physique de l'être humain, on doit aller chercher dans le reflet spirituel quelle est la vraie raison pour laquelle l'être humain se déforme et non pas toujours, et je vais être très délicat dans ce que je vais dire, que la médecine normale, moderne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle maintient les maladies. Pourquoi elle maintient les maladies? Parce que quand vous avez, par exemple, le diabète, vous recevez un traitement pour le diabète ne disparaît pas. Quand les gens ils ont la haute tension, ils reçoivent un traitement à vie pour régulariser leur tension, mais la tension n'est pas partie, donc ils n'ont pas guéri la maladie, ils maintiennent la maladie. Et comment ils font ça? Avec la biochimie qui est la racine de tous les médicaments, ils prennent la biochimie et ce qu'ils font, c'est qu'ils retiennent le corps dans un certain, euh, dans une certaine position. Et quand ils font les prises de sang, ils voient que le corps est tenu entre deux lignes minimum et maximum et ils disent si tu tiens là-bas, c'est bon, tu es bien, tu es guéri. Mais c'est pas vrai parce que eux-mêmes aujourd'hui sont obligés d'écrire dans les médicaments tous les seconds effets que le médicament a sur la personne. Pourquoi je dois avoir un second effet? Parce que je prends le traitement à vie. Et il faut savoir que mon corps n'est pas guéri. Mon corps est juste mis en position qui qui est adaptée, qui est voulue par l'Association internationale de la médecine. Mais nous, quand on traite les gens à travers la science de l'âme, à travers la conscience de l'être humain, on, on débloque vraiment la raison du problème. Et quand on a débloqué la raison du problème, le corps humain se remet en place sans avoir besoin d'être retenu comme un ressort. Et ça, c'est une très, très grande différence entre la thérapie lumière et la thérapie normale. Je suis obligé de dire, sans parenthèse, que si quelqu'un est rentré dans les traitements mécaniques, j'appelle ça, ça veut dire qu'il a dans son corps des petites machines et ces machines-là le tiennent en vie, comme quand on fait les stents dans le cœur, comme on change des parties des os, des hanches, des épaules, de tout ce que vous voulez. Tout ça, quand on a des changements, pacemaker, et des greffes qu'on a eues, des choses comme ça, on est obligé d'être obéissant à la discipline de la médecine mécanique. Mais quand, Baruch Hashem, on a compris le système que je vous ai dit, qu'on ne veut pas être drogué à vie, on ne veut pas être toute notre vie dépendant du docteur, est-ce qu'il te donne le papier pour recevoir le médicament à la pharmacie ou pas,
si tu ne reçois pas ton papier, tu ne peux pas avoir le médicament. Si tu ne peux pas avoir le médicament, le ressort va sauter. Et quand il va sauter, l'endommagement va être très, très violent. Alors, pourquoi on appelle ça une médecine? On doit appeler ça un traitement, ou bien on doit appeler ça dressement. C'est un dressement du corps. On oblige le corps humain d'avoir un certain comportement qui, en vrai, si on aurait laissé ce corps humain dans la liberté, il ne serait pas comporté de cette façon. Donc, si les gens sont dans le système mécanique, il ne faut surtout pas arrêter ça. Parce que les médicaments chimiques sont le soutien du traitement mécanique. Il ne faut pas oublier ça. Mais si, même si on est dans ce traitement et on doit le prendre à vie, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas régler le sens ou l'état d'esprit du malade pour que ce malade arrive, écoutez bien ce que je vous dis, mettre en équilibre l'esprit et le corps, ou bien mettre en équilibre mes actions, mes paroles, mes pensées, mes sentiments et mes souvenirs. Je dois tout aligner et tout mettre au milieu, à l'équilibre. Il faut savoir que nous avons deux caractéristiques générales chez les êtres humains. Nous avons les cartésiens, qui sont la majorité de la population, je parle de 95%, et nous avons les indigos, comme je les appelle les enfants, pas moi, mais le Hari Akadosh les appelle les enfants de Yosef, les enfants de Joseph. Il faut comprendre que une personne cartésienne a une application dans le cerveau qui est beaucoup plus sensible ou elle vit plus dans le côté gauche. C'est jamais complètement gauche ou complètement droite, mais plus dans l'hémisphère gauche de son cerveau. Pourquoi? Parce que quand on est dans les comptes mathématiques, ou bien quand on est dans les processus des choses, on voit dans le RM que le côté gauche du cerveau est beaucoup plus éveillé. Et quand on est dans le rêve, quand on est dans la volonté de faire des choses, quand on est dans l'innovation, quand on est dans la chanson, dans la musique, dans le dessin, on voit dans les harems que le côté droit du cerveau est beaucoup plus éveillé. Donc, nous avons des gens qui sont beaucoup plus sensibles, on les appelle aussi les hypersensibles, les hyperdoués, ils sont beaucoup plus sensibles à ce qui se passe autour d'eux que les cartésiens. Par exemple, un indigo va faire attention presque à tout ce qui se passe autour de lui. Quand il sort d'une chambre, il peut vous dire, vous décrire la chambre de façon extraordinaire. Pourquoi ça t'intéresse? Quelle était la couleur du poignet, de l'armoire dans la cuisine? Qu'est-ce que ça t'intéresse? Mais un enfant indigo ne peut pas ne pas s'intéresser. Il faut comprendre que chaque caractéristique, que ce soit un cartésien ou un indigo, on est né de cette façon. Notre but dans la vie n'est pas tout le temps de dire pourquoi et pourquoi et pourquoi. On ne saura jamais. Notre but dans la vie, c'est de reconnaître l'être qu'on est, accepter l'être qu'on est, aimer l'être qu'on est. Et maintenant, penser, étudier comment évoluer l'être qu'on est. On ne changera pas. Un arbre de cerise vous donnera jamais des pommes. Impossible. Ah, la cerise, elle est grande, la pomme, elle est petite, vous avez raison, mais ça, c'est une pomme et ça, c'est une cerise. La même chose avec les êtres humains. La personne que tu rencontres en face de toi est la personne qui va vivre avec toi si tu la veux. Et il faut arrêter d'essayer de changer les personnes. Il faut arrêter de dire ne sois plus comme ça. On ne peut plus n'être plus. On est comme on est. Et maintenant, ce qu'on est, on doit améliorer le maximum l'être qu'on est. Mais on ne peut pas changer
l'être qu'on est. Ça n'existe pas. C'est comme dire à un arbre, change de nature, ou dire à une tomate, deviens concombre. Ça n'existe pas. Malgré qu'on fait l'ingénieur, les plantes génétiques, mais même les plantes génétiques, c'est quelque chose qui a été forcé par de la chimie, comme ils font avec le corps humain. C'est la même discipline des cartésiens. Donc, celui qui est cartésien, on doit l'aimer dans l'ensemble des êtres. Et on doit comprendre que c'est 95% de la population et on doit respecter la contribution des cartésiens à la société. D'un autre côté, quand on rencontre un indigo et on arrive, ceux qui ont l'expérience, on arrive à les détecter très très vite. Quand on rencontre un indigo, on doit lui permettre de rester cet indigo parce qu'il a une contribution à la société. Il contribue comment? Les indigos toujours vont emmener du nouveau. Ils vont toujours vouloir créer ce qui n'existe pas encore. Ils vont toujours vouloir dessiner le dessin qui n'a pas encore été dessiné. Ils détestent copier. Ça ne les intéresse pas d'être comme tout le monde. Ils veulent être différents et uniques. Pourquoi c'est ça? Pourquoi? Pourquoi qu'une personne ait l'envie, de l'âge très petit, de ne pas être dans le troupeau? Pourquoi? Parce que quand vous voyez les troupeaux, sachez qu'il y a toujours un berger. Un berger sans un troupeau n'est pas un berger. Un troupeau sans un berger n'est pas un troupeau. Donc là, l'humanité est un troupeau avec des bergers. Et nous avons des êtres humains qui sont des êtres humains indigos et qui ont leur contribution à la société. Seulement, ils vont être positifs dans la société seulement si la société va les accepter tels qu'ils sont, sans vouloir les déformer, les changer et les transformer en cartésiens. Et si on essaie de les déformer, de les changer, de les manipuler, ils se révoltent. Ce sont des rebelles. Et ils ne peuvent pas aller avec le troupeau. C'est pas qu'ils veulent pas. Ils ne peuvent pas. C'est pas qu'ils sont méchants. Ils sont très gentils. Alors pourquoi des fois ils sont violents? Parce qu'on les pousse et leur réaction est violente. Mais si on ne les pousse pas, ils ne sont pas du tout violents, ils détestent la violence. Ah, pourquoi ils sont tellement forts? Parce qu'ils doivent être des bergers. Quand un agneau ou un petit mouton va tomber, ils doivent le prendre sur les épaules. Donc ils doivent être forts. Ils sont nés comme ça. Ils font aucun effort. Vous savez, des gens, ils me disent, maintenant je vais venir en France, Baruch Hashem, il y a, je sais pas moi, 20, 25 consultations par jour. Vous savez, c'est énorme. Et ils me disent, mais tu es pas fatigué? Je leur dis, Aguila, j'ai dit, je suis né comme ça. Je suis né à être là pour entendre les gens, pour les aider, pour les connecter, pour faire ce que. Je suis né comme ça. Je fais aucun effort pour ça. Dites-moi, m'asseoir devant un ordinateur et écrire des phrases de programmation, impossible. C'est pas impossible. Ah, alors tu es nul. Oui, je suis nul. Je suis nul dans ça. Je suis fort dans l'autre. Et toi? Tu es nul chez moi et tu es fort chez toi. Et c'est pour cela que l'étude essentielle de la conscience nous emmène à comprendre notre prochain, accepter, s'accepter soi-même et accepter notre prochain. Quand on nous dit aime ton prochain comme toi, c'est parce que je dois accepter et comprendre qu'il est différent, mais malgré sa différence, je l'aime, je l'accepte, je le comprends, je le soutiens, je suis là. Vous comprenez? Mais si on n'a pas la science de l'âme, une personne qui n'est pas dans le moule nous embête, elle nous énerve, son comportement n'est pas adapté. Au lieu de comprendre pourquoi une personne se comporte comme elle se comporte, on va la juger comment elle se comporte et malheureusement, très vite, on va vouloir
punir le comportement même de nos propres enfants, même de notre couple et surtout malheureusement de nous-mêmes. Vous savez qu'il y a des gens, et pas peu, hein, beaucoup de gens, surtout des femmes, que malheureusement on arrive à les manipuler leur esprit jusqu'à quand elles sentent coupables d'un défaut qui n'existe pas. On arrive à leur montrer qu'elles ont un défaut. Le défaut n'existe pas. C'est l'imagination de celui qui veut manipuler cette femme. Et maintenant, elle essaye de se protéger de son défaut. Elle essaye de cacher le défaut qui n'existe pas. Elle essaye de s'adapter que le défaut ne sera plus en avant. Mais il n'y a pas de défaut. Alors maintenant, toute la vie de cette personne, malheureusement, va être influencée par un comportement, une rencontre avec quelqu'un qui est malheureusement un manipulateur. Les gens qui sont manipulés, on est très, 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 très étonné qu'une personne à un certain âge tombe dans la main d'un manipulateur ou d'une manipulatrice. C'est la même chose. Maintenant, ces personnes-là, pourquoi ils sont manipulateurs? C'est ça la question. C'est pas est-ce qu'ils sont, ils sont pas. Ils sont. Maintenant, s'ils veulent arrêter de faire souffrir les gens autour d'eux, ils doivent se poser la question, pourquoi j'ai grandi avec un caractère que je veux manipuler les autres? C'est ça la question. La question n'est pas est-ce que tu es un manipulateur ou non. Tu comprends pas ça? Mais les gens, ils sont méchants. Pourquoi ils me jugent? Personne ne te juge. Personne ne te juge. Tu étais dans une action qu'il ne faut pas faire. Pourquoi tu manipules les gens? Quel est le besoin? Et maintenant, on est déjà dans le stade qui reconnaît qu'il manipule. Il reconnaît que sa façon d'être en connexion sociale est à travers la manipulation. Alors il m'a dit, il n'y a rien de bon à faire avec moi. J'ai dit, il y a une très bonne chose à faire avec toi. Il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux être directeur d'une entreprise parce que tu sais emballer les employés qui vont faire bien leur travail. Tu peux. Il y a des bonnes choses à faire avec la force. C'est pas de la manipulation. C'est de la force de diriger les autres et les emmener à faire ce qu'il faut faire. Mais comme dans tous les caractères, il y a le côté positif de chaque action et il y a le côté négatif de chaque action. La question est, moi qui je suis, et maintenant l'être que je suis, je veux l'utiliser de la meilleure façon possible. Je veux pas changer. Tout ce qu'on dit aux gens, tu changeras jamais. Oui, je changerai jamais. Je serai jamais une pomme. Je suis né un citron. Point barre. Utiliser le citron dans une citronnade, c'est délicieux. Utiliser le citron, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui peut abîmer le citron dans du lait? Ça va abîmer le lait. Très simple. La sagesse de la thérapie lumière, la sagesse de la structure de l'âme est de reconnaître le comportement intérieur de l'être humain, le déroulement de souvenirs, sentiments, pensées, paroles, actions, et au-delà de tout, être capable de s'élever soi-même. L'être que je suis, prendre mes caractères et les utiliser de la façon la plus positive possible. Chacun de nous a le bon penchant, chacun de nous a le mauvais penchant, chacun de nous est influencé par l'entourement, ceux qui l'entourent l'influence. Donc chacun de nous est tout le temps en mouvement. On n'est jamais statique. Et comme on est tout le temps en mouvement, on s'adapte tout le temps. On est tout le temps adapté. À quoi? À la réalité. Et c'est pour cela que on change tous les ans
On change tous les mois, on change toutes les semaines et on change tous les jours. On est tout le temps dans un mouvement, on est tout le temps dans l'évolution. Et il faut savoir que l'être humain n'a pas, comme dans la voiture, la permission de se mettre de côté et de clignoter. Ça n'existe pas. On est tout le temps dans le mouvement. On est tout le temps ou en avant ou malheureusement en arrière. Et si on n'étudie pas la structure de l'âme, si on ne comprend pas comment la machine de l'être humain marche, malheureusement, on fait marche arrière et on pense qu'on est en avant. C'est ça le drame. On fait marche arrière et on pense qu'on est en avant. Maintenant, il y a un autre sujet très important que la thérapie lumière est, je pense, la remède de cette génération. Nous sommes, et vous savez très bien, vous avez eu la chance en français qu'un docteur a écrit un livre, L'intelligence artificielle en guerre avec l'intelligence de l'être humain. L'humanité, comme toutes les périodes, la fin des périodes de l'idolâtrie, et notre idolâtrie était et encore la technologie, parce que les summums que la technologie atteint ont été atteints aussi par les Égyptiens et par les Grecs et par les Romains. Donc rien est neuf. Et cette technologie-là qui nous envahit la vie, qui influence l'être humain d'une façon qui n'est pas humaine, cette technologie-là, elle est maintenant déjà déclarée, elle déclare la guerre contre l'être humain. Pourquoi? Parce que la technologie, une compétition constante, constante. Il y a de la compétition constante. Qui va inventer mieux? Qui va développer mieux? Qui va aller en avant? Mais cette compétition, malheureusement, met l'être humain, l'on pense, qui met l'être humain en arrière. Mais la vérité est que quand l'être humain est conscient et quand l'être humain comprend qu'est-ce que c'est qu'un être humain et qu'il sait connecter, faire la connexion entre son spirituel et son corps physique, l'être humain est très très loin, très très élevé et au-delà de toutes les technologies qui ont été déjà inventées dans ce monde et une partie de la société, malheureusement, une grande partie, devient esclave et dépendante on appelle ça le roi de la génération, qu'aujourd'hui est la technologie. Et on a déjà vu ces comportements. Et on a déjà vu aussi comment la technologie s'auto-détruit. Mais jusqu'à quand qu'on aura vraiment la chance de vivre cette époque que l'humanité gagnera cette guerre qu'elle a même elle-même créée, jusqu'à ce temps-là, on est obligé de s'armer, de se mettre des défenses contre les influences qui sont dangereuses pour l'être humain. On a le droit, la permission et la volonté d'utiliser la nouveauté, les technologies, utiliser et non pas être utilisé par ces éléments, par ces ondes, par ces images, par le son qu'elle produit. Donc, j'espère que je vous ai fait une toute petite synthèse d'un enseignement qui est très, 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 très large. Ça fait déjà, à mon avis, 10 ans qu'on enseigne à l'école. On a eu la chance de former plusieurs centaines de thérapeutes que la majorité a la chance de travailler et d'aider les autres et emmener des résultats magnifiques. Et j'espère aussi qu'on se retrouve ensemble dans les classes pour toutes les informations. Il faut parler avec Madame Benguigui.
vous allez voir que c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en pratique, on peut le vivre. Ah, on peut le vivre, on le vit de toute manière. Alors, si déjà qu'on vit de la bonne façon, du bon côté de la vie, et qu'on ait de la qualité de vie élevée, plus on est conscient et plus notre qualité de vie s'augmente. Moins on est conscient et plus on est manipulé et on est des esclaves d'information et des fois on ne sait même pas qu'on est devenu l'esclave de l'information. Et je serai très très content de vous voir sur les classes en Zoom. Merci beaucoup, à très bientôt, je vous aime.